Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se sont déjà connectées. Alors avant de commencer, je suis navrée pour le petit bruit de fond. Je couperai mon micro quand Charlotte prendra la parole, pour ceux qui ont le petit bruit de fond désagréable. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas si vous avez des problèmes de connexion, d'accès au webinar, à nous l'indiquer dans le chat. Et on va laisser quelques minutes à tous les participants de se connecter. Hop. Donc pour le webinaire d'aujourd'hui, je me présente, je suis Clémence pour la société RGPD Express. Je suis la responsable opérationnelle donc, de l'équipe chez RGPD Express et je serai accompagnée donc, de Charlotte qui travaille avec nous au service juridique. Vous avez également ma collègue Audrey qui se charge de répondre donc, à toutes vos questions dans le chat. N'hésitez pas à indiquer toutes vos questions. On prendra aussi un temps à la fin de la présentation pour répondre à l'ensemble de vos questions. On aura également notre avocat qui se joindra à nous sur la fin de la présentation pour justement aborder différents points sur le RGPD en fonction des questions que vous pourrez avoir. Parfait, je vois qu'on a à peu près tout le monde de connecté. Donc pour vous donner un petit peu plus de contexte sur la société RGPD Express, donc la société a été créée par 5 associés dans différents domaines, que ce soit de l'agence digitale, notre avocat Benjamin Bourgeois, Subskill qui s'est chargé de constituer la plateforme RGPD Express. Et donc, à ces 5 associés, ils ont créé cette plateforme pour pouvoir aider les entreprises, peu importe leur taille, à se mettre en conformité avec cette fameuse réglementation pour la protection des données personnelles. Ce constat, en fait, il est venu via l'une des agences de Digital Keys, puisqu'il y a un de leurs clients qui a souhaité rompre le contrat temporairement dans la mesure où il n'était pas conforme RGPD lorsque la réglementation est entrée en vigueur en mai 2018. Donc, ils ont constaté qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour aider les entreprises à se mettre en conformité. Et donc est né RGPD Express, qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail aujourd'hui, au même titre que la réglementation. On va d'abord commencer, ma collègue Charlotte va vous présenter un petit peu différents chiffres sur la réglementation RGPD, des chiffres de la CNIL qu'elle publie dans différents constats. Et puis, on vous présentera également la réglementation via la plateforme RGPD Express, comment on le présente nous à nos clients. Et puis, on répondra ensuite à vos différentes questions. Je vais donc laisser la main à Charlotte pour suivre la présentation. Oui, donc bonjour à tous. Alors déjà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes à m'entendre dans le chat, comme ça je peux régler le problème. On a voulu faire un petit peu une vision globale, vous donner une vision globale du RGPD, de son application au sein des entreprises, au cours des 3 dernières années. Donc on vous a mis sur la présentation quelques chiffres qui nous paraissent importants, notamment le nombre de DPO qui ont été déclarés. Donc DPO, c'est le délégué à la protection des données, et les DPO qui ont été désignés à la CNIL. Et donc, on voit qu'il y a quand même une certaine considération maintenant de la part des entreprises et une certaine prise de conscience, notamment sur l'importance de cette personne-là qui va gérer tout ce qui va être mis en conformité. Au niveau aussi des plaintes de la part d'internautes et puis depuis le début, donc depuis 2018, l'application du RGPD, on voit que c'est un nombre qui est important et qui va donc jouer aussi dans tout ce qui va être votre relation avec les parties prenantes et notamment vos clients, les utilisateurs de vos produits, de vos services, et donc un chiffre qui est à prendre en considération dans l'application du RGPD, ainsi que les 40% des contrôles suite à une plainte ou un signalement. Donc, c'est très important d'être conforme pour éviter justement ces contrôles-là.
43% des attaques visent les petites entreprises. Ça, c'est juste pour vous démontrer que, contrairement à l'idéologie qu'on peut avoir du fait qu'il n'y a que les grandes entreprises qui sont touchées, ça concerne tout le monde, des plus petites aux plus grandes. Et donc, nous, on rentre dans cette idée-là et on essaie d'aider justement aussi les PME, TPE pour qui ça peut être un peu plus délicat. 60 mises en demeure sur les cookies. Quelque chose qui a été modifié notamment en avril 2021 avec les nouvelles recommandations de la CNIL. Et donc, la CNIL a vraiment lancé une procédure de contrôle et surtout de sanctions si non-conformité qui va notamment s'augmenter. Cette stratégie-là va être de plus en plus importante. Et donc, on va avoir de plus en plus de mises en demeure, de plus en plus de sanctions. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et enfin, le montant total d'amende. Donc, je vais laisser la parole à Clémence pour qu'elle puisse justement mettre un petit peu en corrélation ces chiffres avec nous, notre plateforme et ce qu'on vous propose sur RGPD Express. Donc pour la plateforme RGPD Express, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est une solution SaaS, donc une solution en ligne avec différentes étapes pour vous permettre de vous mettre en conformité avec les différents aspects de la réglementation qu'on va aborder ensemble justement maintenant. Pour pouvoir constituer cette plateforme, on a eu besoin de mettre en relation différents éléments. L'esprit de la loi dans un premier temps, la réglementation RGPD bien entendu, la loi française et la jurisprudence, ainsi que les différentes préconisations de la CNIL, puisque sur le site de la CNIL, vous avez aussi pas mal d'informations sur la mise en place de la réglementation RGPD, ce qui nous a permis de constituer une checklist, via notre avocat Benjamin Bourgeois, pour pouvoir constituer une plateforme avec un process bien établi en 7 étapes pour avancer dans votre mise en conformité pas par pas au fur et à mesure. Ici, on va retrouver justement les différentes étapes de cette mise en conformité. Donc, un état des lieux, des données personnelles qui sont collectées, des modes de stockage, tout un biais juridique avec, comme son nom l'indique, les documents juridiques nécessaires à votre mise en conformité pour vos différentes parties prenantes, la partie sécurité informatique, les cartographies, donc avec vos durées de conservation et d'archivage, mais également les accès, qui a accès à quoi au sein de l'entreprise et en externe. La communication, puisqu'il y a toute une partie communication dans la réglementation RGPD avec la sensibilisation des collaborateurs au sein des entreprises. Les process nécessaires pour la réglementation RGPD et la mise en place de vos registres des activités de traitement, qui est l'aboutissement, on va dire, de votre mise en conformité. On va détailler ensemble un petit peu cette checklist avec ce que comprennent chacune de ces étapes et ce qu'il est important de prendre en compte pour vous assurer une mise en conformité optimale pour vos différentes structures, que ce soit des associations, des institutions et des entreprises, puisque tout le monde est concerné, que ce soit en France ou en Europe. Dans un premier temps, donc dans l'état des lieux, l'idée c'est, comme son nom l'indique, de réaliser l'état des lieux des données personnelles qui sont collectées sur vos différentes parties prenantes, que ce soit vos collaborateurs, que ce soit vos prospects, vos clients, vos prestataires, mais également toutes les données liées à l'entreprise en elle-même, le gérant, la direction, etc. D'identifier également donc, le type de données que vous collectez, où est-ce qu'elles sont stockées, quels sont vos différents modes de stockage, par où on peut y accéder, mais également qui va pouvoir traiter le sujet du RGPD au sein de la structure. Donc, comme le disait Charlotte, on va avoir dans les entreprises un DPO, donc un délégué à la protection des données personnelles, qui sera déclaré ou non à la CNIL en fonction de la taille de la structure et du type de données qui sont collectées. Et donc, ça va permettre déjà de tracer, on va dire, les premiers traits de votre mise en conformité RGPD. Ça se présente comme ceci. Donc, on retrouve les différentes parties prenantes, à savoir ici les salariés, et on va pouvoir sélectionner par un système de cocher-décocher le type de données personnelles
qu'on collecte pour nos collaborateurs dans la structure. Et comme vous le voyez, c'est simple, tout est bien indiqué sur la plateforme avec le type de données, avec des exemples qui vous sont proposés juste à côté. On a ensuite, dans un deuxième temps, le biais juridique. Sur le biais juridique, vous allez avoir différents éléments qui vont être importants à votre mise en conformité. Dans un premier temps, il va falloir informer les différentes parties prenantes, donc vos collaborateurs, vos prestataires, mais également vos sous-traitants, pour les responsabiliser. Et dans ce cadre-là, on va leur faire signer les documents juridiques nécessaires, les conditions générales. Et vous allez avoir également votre politique de protection des données personnelles qui doit être mise en place pour chacune de vos structures, qui doit également figurer sur votre site Internet. Dans cette politique de protection des données, on va établir, par rapport aux données que vous collectez, comment elles sont utilisées, ce que vous en faites au sein de vos structures, pour pouvoir donner le plus de clarté, le plus de visibilité aux personnes qui consultent votre site, qui vous confient leurs données personnelles. Ça, c'est vraiment l'objectif de la CNIL, d'offrir une visibilité très claire sur ce qui est pratiqué par l'entreprise par rapport aux données personnelles qui sont collectées. Donc ici, on a bien les personnes concernées, que ce soit les clients, les prospects, par rapport à l'utilisation et leurs droits, responsabiliser les collaborateurs, comme on l'indiquait, et sécuriser vos relations avec vos sous-traitants. Donc de cette manière-là, vous avez donc tous les différents documents juridiques qui sont disponibles sur la plateforme, qui sont automatiquement préétablis en fonction de ce que vous allez sélectionner sur l'outil pour avoir un document toujours à jour et que vous pouvez modifier de manière à l'infini. Et donc tout ça est directement téléchargeable sur votre espace client via la plateforme. On passe ensuite sur la partie sécurité informatique, qui est un point essentiel de la mise en conformité RGPD, puisque on a plus de 160 000 violations qui ont été signalées à la CNIL. Ces violations, elles peuvent venir de différentes choses, que ce soit de la malveillance avec des vols physiques au sein de vos structures, du piratage, donc ça c'est 54% des cas. On va également avoir tout ce qui concerne les violations dites accidentelles et les violations d'origine inconnue. Ces accidents, ils peuvent être autant constatés en interne, mais aussi en externe, avec des facteurs humains principalement. Tout ce qui concerne donc le phishing, à savoir le piratage informatique de vos données, le fait d'envoyer à un mauvais destinataire, voilà, tout ça, ça constitue une violation de données en tant que telle. Sur la sécurité informatique, on va aborder différents aspects. Là aussi, l'objectif, c'est de faire un état des lieux de ce qui est pratiqué au sein de vos entreprises, que ce soit en termes de contrôle des accès, donc avec des mots de passe par utilisateur sur chaque ordinateur, mesurer la traçabilité, la protection de vos logiciels, la sauvegarde de données, le chiffrement de données, tout ça, ça constitue différents biais de la sécurité informatique qui est bien entendu à adapter en fonction des données que vous collectez, de votre mode de fonctionnement, des outils que vous utilisez. Et donc, l'idée ici, c'est de faire un point avec votre prestataire informatique ou votre service informatique pour établir ce que vous avez déjà en place et s'il y a des choses peut-être qui méritent d'être mises en place au-delà de ce que vous avez à l'heure actuelle pour garantir une sécurisation des données personnelles que vous collectez dans votre structure. Pour la sécurité informatique, ça se présente de cette manière-là. Vous avez donc tout un tableau avec les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Toujours pour simplifier les choses au maximum, vous avez donc toute la liste des bonnes pratiques. On va pouvoir sélectionner donc sur les différentes catégories, notamment ici à l'écran, donc le contrôle des accès avec les changements de mots de passe, que ce soit sur les ordinateurs, sur les messageries, etc. Vous allez aussi avoir tout ce qui est basique, entre guillemets, antivirus, pare-feu, et des choses beaucoup plus poussées, comme le chiffrement de données notamment.
On va pouvoir identifier donc la date de mise en place et éventuellement laisser un commentaire pour avoir vraiment toutes les informations et pouvoir, en cas de contrôle, notamment de la CNIL, leur fournir tout ce qu'ils souhaitent pour garantir votre réglementation. On passe ensuite sur l'étape 4. La cartographie, qui est un point là aussi essentiel de la réglementation RGPD, puisque ça va vous permettre d'identifier les raisons pour lesquelles vous collectez ces données et la durée de conservation des données, puisque là aussi, il y a des durées légales qui vous sont imposées en fonction du type de données qui est collecté, en fonction de l'intérêt légitime aussi de la conservation de ces données. Donc, on va pouvoir établir, en fonction de la raison pour laquelle vous collectez les données, une durée juste pour pouvoir, bien entendu, la justifier à la CNIL en cas de contrôle et établir une corrélation entre la donnée collectée et le besoin que vous en avez derrière. Vérifiez également les accès. Qui peut accéder, que ce soit en interne ou en externe, aux données personnelles au sein de la structure. Donc en interne, on va avoir les différents services de la structure. Là aussi, on va pouvoir identifier un petit peu s'il y a si on constate peut-être qu'il y a des services ou des personnes au sein de l'entreprise qui accèdent à des données. C'est peut-être pas légitime dans le cadre de leur fonction, c'est peut-être pas nécessaire dans le cadre de leur mission. Auquel cas, on va pouvoir établir là aussi des restrictions d'accès pour s'assurer qu'on limite l'accès à un minimum de personnes données, au même titre qu'en externe, puisque potentiellement, on va pouvoir avoir des entreprises comme des cabinets comptables notamment qui vont pouvoir accéder à nos données personnelles, notamment des collaborateurs, ou des entreprises pour tout ce qui concerne la partie informatique, qui vont pouvoir accéder à vos logiciels ou à toute votre partie informatique dans l'entreprise. Et donc là aussi, ça permet d'identifier à l'avance qui peut y accéder et puis de pouvoir très rapidement réagir aussi si on constate des dérives dans l'entreprise ou si on constate là aussi des accès qui seraient pas nécessaires, on va dire, sur certaines entreprises ou certains collaborateurs. Et donc, toujours de la même manière, on va avoir donc un petit tableau avec les durées de conservation et d'archivage. Donc, par défaut, la plateforme va enregistrer ce que vous avez indiqué collecter comme données personnelles, ce qu'on voit ici dans la première colonne à l'écran. On va également retrouver la raison pour laquelle on possède cette donnée, donc le cadre légal qui justifie la collecte de la donnée en question, la durée de conservation légale qui vous est imposée et la durée d'archivage, si toutefois il y en a une, là aussi avec toujours un intérêt pour conserver cette donnée et pour l'archiver. La communication, je vous en parlais tout à l'heure, ça fait partie là également de la réglementation RGPD. L'idée, c'est pas que les collaborateurs de la structure soient experts, on va dire, au niveau RGPD, mais que tout le monde soit sensibilisé au sujet pour pouvoir être alerte sur le sujet, pouvoir identifier s'il y a des manquements, notamment à la réglementation RGPD. Donc pour ça, vous avez des supports de sensibilisation pour vos collaborateurs sur la réglementation RGPD pour expliquer un petit peu aux équipes comment exploiter les données personnelles. Et puis, vous allez retrouver également des ateliers qui vous permettent d'identifier des actions qu'il va falloir mener et la manière de procéder pour traiter et gérer des données personnelles au sein d'une entreprise. Donc, comme ceci, vous avez des supports qui sont très visuels, très faciles à utiliser pour présenter à vos équipes en interne et à laisser à disposition au sein de la structure pour vos collaborateurs. Les process, les différentes procédures dans le cadre de la réglementation RGPD, le droit des personnes concernées notamment, les obligations liées au RGPD. Donc, on va avoir bien entendu toute la procédure, notamment en cas de violation de données, ce que vous devez faire quand vous constatez une violation de données, quelles sont les actions à mener, qui doit en être informé,
en fonction du degré de violation, le formulaire pour en notifier la CNIL. Voilà, tout ça, c'est des éléments importants à prendre connaissance avant de constater une violation de données, puisque ce n'est pas le moment venu qu'il va falloir s'attarder sur le sujet. Donc, c'est bien d'avoir à l'esprit tout ce qu'il va falloir mettre en place et la manière de procéder en cas de violation de données, mais également pour les droits des personnes concernées, puisque quelqu'un qui laisse ses coordonnées au sein de vos entreprises via un formulaire de collecte sur votre site internet ou simplement en vous ayant contacté, a le droit de vous demander de supprimer ces données, de modifier ces données personnelles également. Dans certains secteurs d'activité, vous allez aussi avoir le droit à la portabilité de vos données. Donc, les personnes ont le droit d'interagir, d'intervenir sur le traitement de leurs données personnelles. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez aussi une procédure à respecter avec des délais à respecter pour répondre à ce type de demande. Donc, toujours de la même manière, avec des fiches pratiques qui sont constituées, que vous retrouvez, qui sont téléchargeables sur la plateforme. Sur ce point, toujours des process, on va avoir trois nouveautés, on va dire, sur la réglementation RGPD. Je vais laisser la main à Charlotte sur cette partie-là. Oui, alors les 3 principales nouveautés, ça va être le premier point notamment qui va concerner l'article 82 de la LIL, donc la loi informatique et liberté, qui concerne tout ce qui va être les cookies et qui va notamment obliger les entreprises à recueillir le consentement pour toute démarche de tracking, donc un consentement éclairé, un consentement libre et spécifique, c'est-à-dire que vous devrez vraiment donner toutes les clés en main pour que l'utilisateur puisse soit accepter, soit décliner le dépôt de cookies sur son ordinateur. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en lien avec les nouvelles recommandations de la CNIL qui sont rentrées en vigueur le 21 avril 2021. L'invalidation du Privacy Shield, donc ça c'est Schrems 2, c'est qui invalide le transfert entre les données de l'Union européenne vers les États-Unis et vers les pays tierces, ce qui va un petit peu modifier et notamment impacter les entreprises qui avaient tendance à faire ce transfert-là. Vous allez devoir vous soumettre à de nouvelles règles et le transfert ne sera plus autorisé automatiquement. Et enfin, le projet d'article 41 qui est la loi 4D, qui permettra de simplifier toutes les procédures de contrôle et de sanction de la CNIL et qui va du coup dans le sens de la nouvelle politique de la CNIL qui est justement de vérifier et d'être un petit peu plus intransigeant quant à la mise en conformité RGPD. Et donc ensuite, on arrive sur la 7e et dernière étape de la plateforme avec la mise en place de vos registres des activités de traitement. Là, on est vraiment sur l'aboutissement de votre mise en conformité. Ça regroupe les différents points qu'on a abordés précédemment, constitués dans des registres qu'on va pouvoir ensuite affiner, dans lesquels on va donner un petit peu plus de détails sur voilà, ce qu'on fait de ces données personnelles, comment elles sont traitées. Et donc là, on va pouvoir répondre aux différentes questions, notamment de la CNIL en cas de contrôle, avec donc les données qui sont collectées, la manière dont on les sécurise, combien de temps est-ce qu'elles sont conservées, qui peut y avoir accès, etc. Donc tout ça est repris dans vos registres. Et vous avez également la possibilité sur la plateforme de mettre en place des rappels qui vous permettent de bien suivre votre mise en conformité RGPD et de faire des mises à jour de manière régulière, puisqu'il y a tout un suivi qui est une partie là aussi importante au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise et de la vie de l'entreprise tout simplement. Et donc, vous avez les registres qui apparaissent de cette manière-là, avec différentes thématiques pour les différentes parties prenantes, donc les salariés, les prestataires, les clients, etc., qu'on va pouvoir ensuite télécharger pour avoir votre registre complet, qui est le document qui fait partie des livrables à présenter à la CNIL en cas de contrôle. Pour vous montrer un petit peu plus en détail, je vais vous présenter succinctement la plateforme avec des visuels. On parlait tout à l'heure de la partie juridique avec un document essentiel à votre mise en conformité, qui est la politique de protection des données personnelles.
Et donc ici, vous avez sur la plateforme les différentes finalités de traitement. Donc, les finalités de traitement, ce sont, on va dire, ce que vous faites des données personnelles, comment vous les utilisez. Et donc, on va pouvoir sélectionner les différentes finalités de traitement en fonction de votre entreprise, de votre secteur d'activité. Et on va pouvoir, juste ici, que vous voyez en bas en rouge, télécharger ce document pour pouvoir l'intégrer sur votre site internet et que ce soit consultable par vos différents prospects ou clients du site, mais également qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure en cochant ou décochant certains éléments et en téléchargeant de nouveau le document. Donc ça, c'est utilisable à l'infini. C'est vraiment l'intérêt de pouvoir faire bénéficier à nos clients d'une solution avec des documents juridiques toujours à jour pour la réglementation. On retrouve également différentes fiches pratiques, donc notamment ici sur les formulaires de collecte de données que vous avez sur vos sites internet, si vous en avez, avec la possibilité à la personne qui consulte votre site de laisser ses informations pour être contactée pour toute question, pour toute démonstration ou autre. Et donc là, vous avez des informations qui doivent figurer. Et donc tout ça est repris dans les fiches pratiques, avec également la mise en conformité sur les cookies, puisque la réglementation a changé au 1er avril. Donc là aussi, vous avez des documents téléchargeables qui sont à votre disposition. Sur la partie sécurité informatique, toujours, l'objectif, c'est de vous garantir un niveau de protection optimal au niveau sécurité informatique. Vous avez donc toujours des fiches pratiques, ici de manière plus spécifique sur la sécurité informatique, avec donc ce dont on parlait tout à l'heure, le tableau avec toutes les bonnes pratiques au niveau sécurité informatique, classées sur les différentes catégories qu'on a pu aborder ensemble au préalable. La partie process, donc avec les différents outils, comme je vous le disais tout à l'heure, justement, le droit des personnes concernées. Là aussi, vous avez des fiches pratiques sur le droit à l'oubli notamment, et toute la procédure avec le déroulé à suivre pour pouvoir répondre à ce type de demande conformément à ce que demande la réglementation sur la protection des données personnelles. Ici, vous avez quelques informations sur les retours que nous font nos clients par rapport à l'utilisation de la plateforme. Donc, vous avez également quelques exemples de clients, notamment cas par cas, l'UNAPI, qui elle, fait partie des associations que l'on accompagne, PGE, PGO, DIJO. Donc, on constate que l'accompagnement qu'on leur propose, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour eux, pour les accompagner, répondre à leurs questions, puisque vous allez nous aider à identifier comment vous fonctionnez de manière opérationnelle au sein de l'entreprise pour pouvoir, nous, vous donner les éléments clés et les informations sur ce qu'il faut mettre en place en interne par rapport à votre mode de fonctionnement et à votre structure. L'utilisation, bien entendu, de la plateforme qui est très fluide, simple d'utilisation, très intuitive. On est toujours disponible pour répondre à vos questions, que ce soit lors d'accompagnement, que ce soit au fur et à mesure de l'année pour des questions ponctuelles sur des thématiques bien particulières, pour faire un point aussi une fois de temps en temps sur l'avancement de votre mise en conformité. Voilà, on a notre équipe basée à Saint-Nazaire qui est disponible pour répondre à vos questions. Et bien entendu, le rapport qualité-prix, puisque notre solution est très bien placée sur le marché par rapport aux autres plateformes qu'on peut avoir qui proposent le même type de service. Et là, je vais laisser la main à Charlotte pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur qu'est-ce qui peut se passer si on ne met pas en place cette réglementation RGPD au-delà des amendes, puisque ça, c'est la chose dont on entend le plus parler, mais au-delà des amendes, quelles répercussions il peut y avoir de ne pas se mettre en conformité avec cette réglementation. Oui, alors effectivement, comme Clémence l'a dit, il n'y a pas que les amendes. Et nous, on aimerait bien se concentrer sur d'autres conséquences d'une mise en conformité, soit absente, soit ratée, entre guillemets.
La première chose, c'est comme on l'a dit, que le RGPD, c'est aussi une marque de respect et une relation de confiance avec toutes les parties prenantes, notamment les clients, les collaborateurs, toutes les personnes concernées sur qui vous pouvez avoir des données. Et donc, le fait d'avoir le RGPD installé et les processus bien instaurés dans votre entreprise, ça va permettre de conserver cette relation sur le long terme et notamment, en cas d'incident, de montrer que vous avez fait du mieux possible, du mieux que vous pouviez et donc de ne pas impacter ou au moins d'impacter le moins possible cette relation-là. Il y a aussi la perte de marché, puisque aujourd'hui, de plus en plus, notamment via des certifications qui peuvent exister, il y a des entreprises qui souhaitent des partenaires ou des sous-traitants, par exemple, qui sont conformes au RGPD, notamment pour eux se protéger. Et donc, le fait de ne pas être conforme, ça peut peut-être vous fermer des portes en termes de partenariat, en termes de relations entre entreprises. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien envisager euh, aujourd'hui. La fuite de données, évidemment, comme Clémence l'a dit, la cybersécurité aujourd'hui, c'est un point crucial, notamment parce qu'il y a de plus en plus de moyens pour les cybercriminels, pour toutes les personnes qui ont envie d'attaquer votre entreprise. Et donc, vous, il faut savoir se protéger parce une fuite de données ou toutes les cyberattaques qui peuvent exister ont des impacts qui vont être directs et qui peuvent être aussi sur le long terme, que ce soit notamment, comme on disait, la relation, que ce soit aussi financier. Ça peut être, vous perdez vos données, donc vous perdez votre base de données, ça impacte directement le fait de pouvoir fournir votre service ou votre produit. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler aujourd'hui et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on insiste avec une partie totalement dédiée à la cybersécurité. Et enfin, la réputation, puisque forcément, quand votre nom apparaît, que ce soit sur le site de la CNIL et que c'est un article associé avec une mise en demeure, ça peut avoir un impact. Encore une fois, comme on l'a dit, la réputation, la relation que vous allez abîmer, que ce soit avec les partenaires, que ce soit avec vos sous-traitants, que ce soit avec vos clients. Donc, c'est toujours mieux de ne pas apparaître dans ce genre d'articles qui peuvent sortir et de ne pas être soumis à des contrôles et des sanctions. Donc, pour conclure, 5 bonnes raisons pour faire de la mise en conformité, notamment via RGPD Express. Comme on l'a dit et comme vous avez pu le voir à travers toutes les slides, notre solution, elle est simple. Vous allez réaliser des économies, que ce soit en termes de temps, d'énergie ou de coûts, via notre plateforme qui est du coup centralisée et notre équipe qui est là pour vous aider, vous accompagner. Vous allez être du coup bien accompagné. Vous limitez les risques en cas de contrôle puisque vous suivez forcément toutes les recommandations et toutes les obligations pour être conforme. Et le prix est bien évidemment accessible. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de détails, notamment des devis adaptés à votre structure pour qu'on ne traîne pas trop sur la question du prix et qu'on puisse laisser la place à Benjamin afin qu'il puisse répondre à l'ensemble des questions qui ont été recueillies pendant le webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous m'entendez mal. On t'entend assez faiblement, Benjamin. Alors, je vais parler plus fort. Ah, parfait. Bonjour à tous, donc moi je suis Benjamin Bourgeois, donc je suis avocat, j'assiste mes clients sur les questions de données personnelles. Et comme Clémence vous l'a expliqué, je suis cofondateur de RGPD Express. Donc je suis là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas, même si le temps est assez court. Je vais faire assez rapidement. J'ai vu que Lionel notamment avait posé une question sur la durée légale dans le cas de campagne de phishing. Alors, de phishing, pardon, je ne suis pas sûr que on comprenne bien ou que les mots soient bien choisis parce que ce type de campagne est considéré par la CNIL comme une fraude. Si c'est véritablement du phishing, donc je peux évidemment avertir que c'est pas quelque chose qui sera RGPD compatible, on va dire.
Donc la question de la durée légale ne se pose même pas de ce point de vue-là. S'il s'agit en revanche de collecte de données personnelles dans le cadre de prospection, on pourrait tout à fait imaginer que ce soit ça, mais alors dans ce cas-là, ça ne doit pas se passer comme une vraie campagne de phishing, et ce type de collecte de données de prospection, la bonne durée légale, c'est 3 ans à compter de la collecte. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la question. En tout cas, les campagnes de phishing, pour être clair, la CNIL a sorti des communications sur ce point, et elles sont considérées comme des fraudes par l'autorité de régulation. Donc, je vous invite à revoir éventuellement la copie s'il s'agissait de vraiment ça. Alors, j'ai vu que Charlotte avait donné déjà la réponse concernant le consentement au démarrage de ces campagnes, donc je n'y reviens pas. Je descends un petit peu les questions. Charlotte ou Clément, si vous voyez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le RGPD s'applique dans quelle sphère géographique? On est évidemment sur des entreprises qui sont dans le champ de l'Union européenne, mais évidemment, il va y avoir des impacts aussi hors de l'Union européenne, parce que toutes les entreprises qui sont amenées à collecter des données personnelles au sein de l'Union européenne sont elles-mêmes dans l'obligation de se mettre en conformité avec le RGPD. Donc le RGPD a une vocation très très impactante au niveau géographique. C'est pour ça que des sociétés qui ont leurs habitudes, notamment aux États-Unis par exemple, et qui ont des filiales en Europe, ont été obligées de mettre quasiment à niveau leur société aux États-Unis, parce qu'il n'y avait pas d'étanchéité entre ce qu'elles faisaient des données personnelles au sein des États-Unis ou au sein de l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, la sphère géographique, elle est extrêmement large, mais évidemment, c'est avant tout l'Union européenne. Et quand on vise l'Union européenne, c'est au sens strict, hein, donc j'exclus évidemment tous les entre guillemets États voisins qui n'en font pas partie, tels que la Suisse, puisque c'est une question qui m'est remontée assez régulièrement. On a aussi pas mal de questions, Benjamin, sur les durées de conservation. Donc, une question de Pascal, durée de conservation des données lors de collecte de données de formation, où elle nous indique que 3 ans n'est pas suffisant. Est-ce que peut-être tu as plus d'informations sur comment traiter notamment les durées de conservation et d'archivage? Alors, je vois effectivement la question de Pascal. La durée de conservation, il faut on va raisonner par type de données, quelle est la finalité de la donnée, mais aussi son niveau de sensibilité. Si très impactante au niveau de la vie privée, par exemple, eh ben, on va pouvoir y affecter une durée de conservation qui sera beaucoup plus courte qu'une donnée qui n'a aucun impact sur la vie privée. Ce que je veux dire par là, c'est que comprenez bien que le RGPD ne vous dit pas la durée de conservation pour telle ou telle donnée, elle doit être de tant d'années, de tant de mois, ou voire même de tant de semaines. Il ne vous dit pas non plus quand est-ce que vous devez précisément supprimer la donnée. C'est à travers les communications de la CNIL ou parfois même des recommandations de la CNIL qui étaient antérieures au RGPD et qu'elle a maintenu en vigueur sous l'égide du RGPD qu'on va pouvoir définir une bonne durée de conservation. Mais vous êtes même susceptible d'aller au-delà de ces durées-là si vous avez un vrai motif légitime qui vous amène à considérer que vous devez les conserver plus longtemps. Alors, dans ce cas-là, il faudra que vous fassiez un bon équilibre et que vous développiez un bon argumentaire pour justifier le moment venu du pourquoi vous considérez que vous devez les conserver aussi longtemps sans que ce soit trop impactant pour la vie privée ou pour les données personnelles de la personne dont vous avez collecté les données, justement. Donc, si pour les données de formation, je ne sais pas ce qui est collecté, en l'occurrence, si vous faites des digressions au sein même des données qui sont collectées,
Si c'est plus de 3 ans parce que vous considérez que ce n'est pas des données de prospection, par exemple, on est vraiment sur des données propres. Ah, Benjamin, on ne t'entend plus? Différentes activités. Et à l'intérieur de ces référentiels, on va trouver des préconisations de la CNIL sur ce qui peut être une bonne durée de conservation, la façon de bien collecter et de vous comporter sur tel ou tel sujet avec le RGPD ou avec les données personnelles. Il faudrait regarder si vous avez un référentiel au niveau de la CNIL pour les formations. De mémoire comme ça, je ne crois pas. Mais dans tous les cas, si vous considérez que 3 ans, ce n'est pas suffisant et que pour vous, c'est opérationnellement très impactant, vous pouvez aller au-delà de ces 3 ans, mais le moment venu, il faudra en justifier et entre guillemets, on va dire, ce sera à vos risques et périls si la CNIL n'est pas d'accord avec vous sur la légitimité de les conserver plus de X années. Par ailleurs, sur le fait d'avoir défini 3 ans, je ne sais pas pourquoi est-ce que dans la question vous utilisez 3 ans. Je n'ai pas en tête de durée et de communication de la CNIL qui invite à dire 3 ans. Mais vous pouvez tout à fait considérer que d'une part, c'est de la durée du contrat de formation, ça c'est une évidence, et puis même, vous êtes presque susceptible de les conserver pour le temps de la prescription applicable qui va aller jusqu'à 5 ans. Mais encore une fois, il faut regarder s'il y a un référentiel de la CNIL et il faut définir vous-même votre propre durée de conservation avec des intérêts légitimes. On a aussi des questions, Benjamin, par rapport au bandeau de cookies sur les sites. D'une part, si c'est obligatoire d'en avoir, si on a juste, entre guillemets, on n'a pas besoin de cookies juste pour le fonctionnement du site. Mais aussi, si je ne me trompe pas, on a en même temps une question. Si l'utilisateur refuse les cookies, est-ce qu'on peut lui, entre guillemets, interdire l'accès aux informations qui sont sur le site Internet? Alors, si vous utilisez des cookies, vous devez nécessairement avoir un bandeau d'acceptation des cookies, sauf pour les cookies qui sont purement fonctionnels, c'est-à-dire des cookies de pure navigation. C'est pour optimiser la navigation, mais optimiser d'un point de vue technique et pas d'un point de vue commercial ou de prospection commerciale. Donc, ces cookies qui sont purement fonctionnels, vous devez au moins... Alors, on ne vous demande pas d'avoir le consentement de la personne, mais vous devez au moins informer. Donc, maintenez votre cookies. Si, en revanche, vous n'avez pas de cookies, et c'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de cookies, même de navigation, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir de bandeau de cookies, mais ce sera vraiment la seule situation où vous pouvez vous exonérer d'une obligation d'en mettre apparaître sur votre site Internet. Sur le fait de restreindre, alors ça c'est un vrai sujet actuellement, puisque évidemment pour certaines sociétés, et notamment pour des éditeurs de sites internet, c'est extrêmement impactant de devoir exiger le consentement des personnes pour tel ou tel cookies. Donc depuis, il y a eu des pratiques qui ont été mises en avant par certains sites, notamment le fait de faire rémunérer l'accès au site si les cookies ne sont pas acceptés. Mais vous pouvez aussi avoir, et ça la CNIL l'a déjà dit, vous pouvez aussi avoir un accès en mode dégradé. Vous ne pouvez pas empêcher l'accès à votre site internet du fait de refus de cookies. Ça, c'est interdit. En revanche, vous pouvez avoir un mode d'accès, mais en tout cas de navigation, excusez-moi, au site internet. Mais en tout cas, l'accès, lui, doit être absolument libre. Il ne doit pas être la contrepartie de l'acceptation à des cookies. Les cookies doivent être totalement libres en termes de collecte de consentement, puisque ce sont des données personnelles et elles répondent exactement des mêmes principes de collecte que n'importe quelle autre donnée personnelle. Et donc, en l'occurrence, le consentement, il doit être libre et il ne doit pas être la contrepartie d'un service rendu. On a aussi des questions sur l'AIPD, donc l'analyse d'impact.
Effectivement, sur les deux points qui reviennent, vous avez une mention là aussi sur la plateforme sur l'analyse d'impact. Donc ça aussi, c'est un point qui est abordé sur la plateforme RGPD Express. Je regarde, peut-être qu'on a une dernière question pour Benjamin. Le consentement Alors, si je peux me permettre, il y a en cas de contrôle, la CNIL met en œuvre ou de se mettre en conformité, ou est-ce que là... Ah, on t'a perdu encore, Benjamin? Benjamin, je ne sais pas si tu m'entends. Grande majorité, a fortiori pour des petites entités, vous recevrez une injonction de vous mettre en conformité. Ah, alors on a perdu Benjamin, donc le temps qu'il se reconnecte, on avait une question donc de Patrick sur le consentement est-il nécessaire dans les rapports contractuels? Alors je ne sais pas de quel type de consentement, si c'était lié aux cookies ou si c'est lié aux documents juridiques, notamment par exemple avec les prestataires. Si vous pouvez apporter éventuellement une petite précision pour qu'on ait plus d'éléments sur cette partie-là, Patrick. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'a retrouvé. Ouais, excusez-moi. Je termine ce que j'étais en train de dire. Je ne sais pas où j'ai été coupé, mais la CNIL évidemment fera en fonction de la gravité de vos manquements, et évidemment si elle voit que vous n'avez strictement rien fait dans votre mise en conformité RGPD, vous augmentez d'autant le risque que l'amende soit très rapide et que vous n'ayez de toute façon en conformité dans le temps de la mise en demeure qui vous est laissée. Ce sont des mises en demeure qui sont courtes de toute façon, même si elles procèdent à une injonction préalable. Donc, dans l'absolu, vous ne pouvez pas échapper à une amende si vous n'avez strictement rien fait au niveau du RGPD, parce que vous n'aurez pas le temps de vous mettre en conformité dans le laps de temps qui vous est laissé. Benjamin, on a aussi une question sur l'analyse d'impact, à savoir si elle est obligatoire au sein des entreprises. L'analyse d'impact, là, ça va être beaucoup trop long à développer, mais succinctement, ce que vous devez comprendre, c'est que on attend de vous, à travers cette analyse d'impact, avant de faire un traitement particulier de données et qui n'est pas occasionnel, on attend de vous que vous fassiez la balance entre vos intérêts et les intérêts de la personne dont les données personnelles vont faire l'objet du traitement. Et pour ça, la CNIL vous donne, et vous le retrouvez sur la plateforme RGPD Express, vous retrouvez des critères qui vous permettent d'une part, de voir si vous êtes soumis à une analyse d'impact, et d'autre part, qui vont vous permettre de réaliser l'analyse d'impact. Donc ça, il faudra confronter votre situation aux différents critères. En soi, il n'y a pas de critères structurels qui permet de dire que telle entité à réaliser d'analyse d'impact. Peu importe, vous pouvez être une entreprise de 3 salariés, vous pouvez être soumis à une analyse d'impact parce que potentiellement, vous allez gérer et faire un traitement sur 1 million de données personnelles. Alors même que vous n'êtes que 3 dans votre entreprise, par exemple. Donc ça n'a strictement rien à voir. En revanche, c'est effectivement savoir si vous rentrez dans les différents critères définis par la CNIL, que vous pourrez savoir si vous êtes soumis à l'analyse d'impact. Et ça, vous les retrouvez donc sur la plateforme, et vous avez tout le cheminement qui va vous accompagner pour vous accompagner dans la réalisation de l'analyse d'impact si vous devez la faire. Et on va finir donc sur 2 questions. Il y en a une première de Jérôme sur le MOOC de la CNIL. Donc effectivement, Jérôme, le MOOC qui était proposé par la CNIL a été... ils ont retiré la version dans le courant du mois d'avril ou de mai.
au profit d'une nouvelle version qui devait être mise à jour. À ce jour, ou du moins jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait rien sur leur site internet. Je pense qu'ils doivent encore travailler dessus, mais a priori, oui, il y aura de nouveau un système d'information, de MOOC avec des questions et des informations sur la réglementation RGPD. De la même manière, Jérôme, vous retrouvez aussi toutes les certifications possibles et reconnues par la CNIL directement sur leur site internet. Et Benjamin, une dernière question pour toi, Aurélie, qui nous demande si une mise en conformité RGPD en place peut gérer plusieurs entités. Est-ce qu'une mise en conformité peut gérer plusieurs... Alors, est-ce que vous pouvez... les entités doivent être mises en conformité. En réalité, chaque entité a ses particularités et vous devrez vous mettre en conformité pour n'importe laquelle de ces entités. Même si vous avez deux entités, par exemple, au sein d'un même groupe qui font strictement les mêmes choses, etc., elles n'ont pas forcément les mêmes prestataires clients, elles n'ont pas forcément les mêmes bases de données, etc. Donc, la mise en conformité, elle devrait être adaptée à la situation de chacune de ces entités. On raisonne par entité pour la mise en conformité RGPD. Merci Benjamin. Alors, je ne sais pas si ça a coupé. Oui, on t'entend. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, alors il y a d'autres questions, mais on va pas pouvoir toutes les traiter aujourd'hui. Vous avez à l'écran nos coordonnées, mail et téléphone, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore des questions, si vous souhaitez qu'on vous propose une démonstration de l'outil. On vous recontactera également avec Audrey et Naomi, voilà, pour avoir un petit peu votre avis sur la présentation, pour avoir un petit peu vos retours sur les différentes structures. Vous aurez également toute la présentation qui vous sera envoyée directement par mail et vous retrouverez toute la vidéo du webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Et puis, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et on reste à votre disposition pour toute question. Merci à tous. Excellente fin de journée.